Chers passagers, la compagnie Air Zénitude vous souhaite la bienvenue à bord de l'émission Bien-être de Dynamique Radio. Animée par Laetitia Trindade, praticienne en hypnose, sophrologue et sexologue. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Air Zénitude. Je vous souhaite à tous une belle année 2022, vu que c'est la première pour janvier, qu'elle vous soit sereine et pleine de vitalité. Et prenez soin de vous, en tout cas, surtout en ce moment. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Comment la yoga-thérapie peut vous aider à vous débarrasser de vos acouphènes ?» Donc un sujet très intéressant parce que c'est un peu tabou, les acouphènes. Donc avec moi, la charmante invitée Dr Xavier Desmet, docteur en pharmacie, yoga-thérapeute et professeur de yoga et aussi passionné de santé de breathwork, bodywork, méditation, relaxation. Donc bonjour Xavier. Bonjour Laetitia. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Mais oui, très bien. Je vois aussi que tu fais des cours en ligne, oui. Donc sur les acouphènes bien sûr qu'on va expliquer aujourd'hui, sur la santé du dos. Oui, c'est ça. C'est un nouveau programme qui démarrera le 17 janvier. C'est ça, un programme de 5 semaines où on fait 1 heure de pratique par semaine. Et puis, je donne des petits devoirs à faire entre les deux pour qu'on pratique au quotidien pour la santé du dos. Voilà, surtout que le problème de dos, il est quand même majeur. Pas mal de personnes ont mal au dos. C'est ça. Ouais. Et aussi la santé intestinale. Santé intestinale, c'est un programme qu'on a fait en fin d'année dernière. Programme de 5 semaines toujours. C'est toujours le même format, 5 heures de pratique. Donc 1 heure de pratique par semaine avec des devoirs, avec des conseils holistiques à aussi implémenter dans sa vie pour établir un terrain propice à une bonne santé intestinale. Tout comme la santé du dos, je donne toujours des choses à implémenter dans son quotidien. Pareil pour les acouphènes, c'est toujours sur 5 semaines. Voilà. Et en fait, ça a été vraiment le premier programme que j'ai lancé donc un petit peu après l'été. Et c'est venu assez naturellement, bien que j'ai fait à peu près 1 an et demi d'enseignement avant d'y arriver. Ah oui. Et en fait, les acouphènes, c'est très difficile quand on est atteint d'acouphènes, finalement, de le mettre sur la table, d'en parler, parce que c'est un symptôme qui est silencieux, bien qu'il soit bruyant pour la personne, mais silencieux, et on a peur de le faire vivre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a toujours un petit peu comme une épée de Damoclès quand on a eu des acouphènes dans sa vie. Le fait d'en parler, c'est toujours avec cette peur que ça va revenir, et si j'en parle, je vais fixer mon attention dessus. Et voilà, donc j'avais un peu cette appréhension, mais je me suis dit quand même, c'est vraiment ce qui m'a conduit à devenir yoga thérapeute. Bon, je suis toujours en formation, je serai diplômée cette année, mais c'est ce qui m'a conduit à initier cette formation de yoga thérapie et à devenir professeur de yoga, parce que c'est ce qui m'a sorti. Oui, parce que toi, tu avais déjà des acouphènes. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est pour ça que tu as fait ce programme, en fait, le premier, les acouphènes. Pour toi, c'était normal de mettre les acouphènes. Et après la santé du dos et la santé intestinale, comment tu as découvert qu'il fallait faire ces programmes, en fait ? C'est la combinaison des gens qui me suivent sur Instagram, sur yogaforhealth.fr, qui me suggèrent parfois des thèmes, et parfois c'est plus ou moins récurrent. D'accord. Aussi par rapport à l'intérêt qu'il y a à ce moment venu, en fonction de la saison, en fonction de ce que je peux lire aussi dans les médias, et de se pencher vraiment sur un symptôme, une pathologie en particulier, ou un trouble émotionnel en particulier, et puis de creuser en fait la physiopathologie, la genèse en fait de ces symptômes, et puis voir ce que le yoga a à offrir. J'ai pas, je dirais la science infuse, en fait, toute la connaissance en fait du yoga que je prends et dans la littérature scientifique. D'accord. C'est formidable de voir que depuis les années 2000, en fait, on a une augmentation exponentielle du nombre de publications scientifiques au sujet des pratiques du yoga. Oui. Et ça a augmenté, hein ?
Exactement. En fait, en 2000, on trouvait 30 publications par an. Si par exemple on va sur PubMed, qui est un site de référencement très connu, vous trouverez une trentaine de publications pour l'année 2000 sur le yoga, si vous tapez le mot-clé yoga. Sur l'année dernière, l'année 2021, il y en a à peu près 800. Et ça a augmenté. Hein. Donc il y a un intérêt croissant pour l'accompagnement thérapeutique des patients en incluant les pratiques du yoga, et beaucoup de structures hospitalières d'ailleurs incorporent des pratiques de yoga avec des protocoles précis sur 8 semaines, 12 semaines. Ils documentent les résultats qu'ils obtiennent. Et c'est formidable parce qu'on peut associer directement un exercice de méditation comme le Kirtan Kriya, dont on parlera plus tard dans cette émission, à des effets thérapeutiques tangibles, des effets sur la sécrétion des neuromédiateurs, les effets sur le système nerveux, les effets sur les gènes aussi, l'activation des gènes, donc un effet épigénétique. Donc c'est vraiment absolument passionnant. C'est passionnant, et c'est vrai qu'il y a aussi plusieurs yogas. Oui. J'ai le Hatha Yoga, Kundalini Yoga, il y a pas mal de Asavana aussi, yoga. J'en connais que 3, mais il y en a 12, je crois. Il y a pas mal de yoga. Hein. Alors, j'ai lu qu'on en répertorie près de 45 types. Il y a le Raja Yoga. Il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. Et peut-être même plus que 45 si on cherche bien dans l'histoire du yoga. Mais avec ce dénominateur commun qui est vraiment de se relier à notre corps, et de relier notre esprit. C'est le yuj, hein, le yog, l'union, réunir le corps et l'esprit. Et réunir aussi notre individu, notre ego à l'univers, à plus grand que soi, et trouver la sérénité dans ce mouvement perpétuel de réunion. D'accord. On va continuer avec la sexualité et le yoga. Première escale. Le billet sexy. Donc la sexualité et le yoga peut être un bon couple, parce qu'une étude a montré que le yoga améliore de manière significative en fait la pratique sexuelle chez la femme. Donc il y a eu cette étude sur 40 femmes qui ont fait en fait état de leur vie sexuelle avant et après session de yoga pendant 12 semaines, pas 5 mais 12, donc ils ont été très très loin. Résultat, 3 femmes sur 4, dont toutes les femmes de plus de 45 ans, ont noté une amélioration de leur activité sexuelle, donc après ces entraînements, ces sessions de yoga. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que je pense aussi avec les postures, la respiration. Avec le yoga, chez la femme, on travaille beaucoup le périnée, le plancher pelvien, et je pense que ça doit jouer aussi dans la sexualité. Donc, alors la sexualité, c'est un thème que j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder, mais c'est vrai que dans le yoga, il y a beaucoup de pratiques qui peuvent vraiment rétablir, vous voyez, ce rapport au corps, le respect qu'on a pour son corps, rentrer à l'écoute de son corps, de ses sensations, et puis accepter aussi tel qu'on est. Oui, tout simplement. Et en même temps, on peut jouer aussi avec la respiration et son périnée, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas attention qu'ils ont un périnée. Et aussi le plancher pelvien, avec les postures, on contracte, on relâche le périnée. Voilà. Ça doit jouer énormément en fait dans toutes les postures, dans les positions des asanas. En fait, on parle d'asana quand on fait des positions de yoga. Voilà, les asanas. Alors après aussi pour les hommes, ils ont fait aussi la même expérience, donc toujours sur 12 semaines. Et en fait, on a trouvé qu'ils retrouvaient du désir, de la satisfaction sexuelle, de la confiance, et que au niveau même de l'éjaculation en fait précoce, on avait une alternative pour la traiter. Donc comme quoi
C'est super important d'ailleurs, on le dit bien, les personnes, même les hommes qui font du yoga, eux, ils travaillent leur posture aussi. Et n'oublions pas qu'un homme a aussi un périnée. Et quand il travaille dans la posture, donc il respire aussi, il contracte le périnée et automatiquement, il doit jouer automatiquement pour contrôler son érection, contrôler son éjaculation. Donc c'est très bien. Donc il en ressort que le yoga régule bien la tension, la respiration, l'activité nerveuse et parasympathique. Je sais que tu en parles beaucoup du système nerveux parasympathique sur le yoga. Donc il active une partie du système nerveux qui contrôle la fréquence cardiaque et ça réactive en fait la Kundalini, qui est l'énergie sexuelle. Alors Xavier, si tu peux nous parler un petit peu de la Kundalini, le chakra racine. Alors la Kundalini, c'est vraiment donc Kundalini, en fait en sanskrit, c'est le ressort, c'est le serpent qui est lové en fait dans la base, dans ce qu'on appelle le chakra racine, hein, et tout l'art du Kundalini en fait est de faire monter en fait cette énergie vitale au travers de ces symboles qu'on désigne par les chakras, qui sont les points d'intersection en fait de deux canaux de force de vie, le Lida et le Pingala. On peut rentrer vraiment dans les détails et c'est cet entrelacement en fait de ces deux canaux énergétiques qui s'entrelacent sont les chakras et l'objectif est de travailler à partir du chakra racine jusqu'au chakra couronne et de faire monter cette énergie de vie, ce prana. Et les chakras, en fait, ce sont rien de plus finalement que des symboles pour travailler sur des choses en particulier. Chaque chakra a des symboles qui sont associés, des émotions particulières, des organes associés aussi. Et on dit que le chakra racine et le chakra sacré sont associés à la sexualité pour ensuite emmener cette énergie dans les chakras supérieurs et arriver à élever la conscience de la sexualité qui est primaire mais qui peut être aussi très subtile, de remonter dans ces chakras. D'accord. Donc on peut l'appliquer à la sexualité, mais on peut l'appliquer aussi dans une pratique, la Kundalini Yoga d'ailleurs, qui fait partie comme le Hatha Yoga. On pratique en fait la Kundalini Yoga avec des asanas, respiration, et en même temps on permet en fait d'élever en fait cette énergie de la Kundalini pour avoir plus de conscience en fait. En fait, il faut qu'on soit en unité, je pense, avec tout son être et tout l'univers. Voilà. Si j'ai bien compris. Voilà. Et la yoga thérapie, ce qui est formidable, c'est que, puisqu'on touche à l'aspect sexualité, il y a aussi une composante hormonale, donc de régulation hormonale. On a en yoga thérapie beaucoup de leviers pour travailler sur ces glandes qui sécrètent des hormones, pour réguler tout ça dans le corps, ce qui vient aussi, par exemple, pour la femme ménopausée, avec l'œstrogène, la progestérone, et de pouvoir réguler cet équilibre et rétablir cet équilibre. On a beaucoup de choses qui sont à notre disposition pour le faire. Voilà. Ouais. Et ce qui donne ce confort aussi dans la sexualité, dans le désir, même physiologiquement, sur les muqueuses de la femme. Donc, il y a d'ailleurs un yoga qui a été créé dans les années, il me semble, 60 ou 70, qui est un yoga pour les hormones. C'est une femme maintenant qui est assez âgée, qui a inventé ce yoga avec un protocole très précis, et elle fait... c'est génial. Enfin, vous voyez son physique, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Comme quoi, le yoga, il faut le pratiquer tous les jours. Hein. Elle le pratique tous les jours. Elle fait sa série tous les jours. Mais c'est ça, ouais. Voilà. Et puis, en même temps que le yoga aussi, il y a comme je disais toujours, l'alimentation. L'alimentation aussi, ça aide... On peut faire du yoga, mais il faut en même temps bien s'alimenter.
qui est quand même important. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir dans notre société des alimentations plutôt acides, avec la viande, les sucres, et puis des composés, des additifs qui vont créer des inflammations et créer donc vraiment ce climat inflammatoire pour le corps qui a beaucoup de répercussions sur les différentes fonctions physiologiques, sur notre cerveau. Donc il faut vraiment faire attention à ça et prendre... C'est ça, le yoga, c'est une pratique physique, spirituelle et qui imbibe en fait toutes les parties de notre quotidien. Donc rentrer dans le respect de son corps, c'est aussi par rapport à l'alimentation, de respecter son corps avec les aliments qu'on ingère. Exactement. Et de donner en fait un terreau fertile aussi pour permettre au corps de réaliser toutes les fonctions qu'il doit réaliser, donc lui donner tout ce dont il a besoin pour réaliser son potentiel, que ce soit dans la maintenance de ses fonctions, dans la prévention de symptômes ou de pathologies, ou même dans l'accompagnement d'une thérapeutique. Oui, c'est vrai que si on associe le yoga en même temps à un bon train de vie quotidien sain, serein, automatiquement, dans la sexualité, tout ça, tout glisse. Hein. Voilà. Principalement, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire du yoga, fumer des cigarettes et manger McDo. Donc, il faut vraiment faire du yoga, manger sainement et se promener dans la nature, méditer. Bien que la perfection n'existe pas. Et je pense que là, il y a un point aussi très important qui est... Vous voyez, l'attachement aussi à cette notion de perfection, de tout avoir aligné dans sa vie, et de facilement tomber dans des ruminations où on se dit finalement tu vois, je fais ça, mais c'est quand même pas très yogique tout ça. Oui. Mais bon, après on peut se lâcher de temps en temps. C'est important dans la vie de pouvoir avoir de la discipline, mais aussi des espaces dans lesquels on s'autorise à ne pas toujours être aligné parfaitement à sa discipline. C'est important d'avoir un sas aussi de décompression. Voilà. Oui. Et d'accepter qu'on n'est pas parfait. On n'est pas des êtres parfaits. Et heureusement, sinon ce serait pas drôle. Oui, c'est sûr. Donc maintenant, vous savez tout pour le yoga et la sexualité, et on va écouter Grand Corps Malade, donc Acouphènes. J'ai trouvé cette magnifique chanson, donc il va bien nous l'expliquer, de la nostalgie de l'acouphène. Dynamique Radio. Dans Herzenitude aujourd'hui, le thème du jour, comment la yoga thérapie peut vous aider à vous débarrasser de vos acouphènes, avec le docteur Xavier Desmet. Donc on peut quand même mettre des chiffres sur les acouphènes, quand même 14 à 17 millions de personnes, soit un quart de la population française déjà touchée par les symptômes acouphéniques. Donc déjà c'est énorme. 12,3 millions de personnes déjà souffrant d'acouphènes épisodiques et 3,7 millions de personnes sujettes aux acouphènes permanents. Donc on est quand même sur 25% de la population qui a des acouphènes. Donc c'est énorme. Oui, c'est vrai que en fait, dans mon parcours, quand j'ai commencé à parler de mes acouphènes, et j'ai mis du temps à en parler sur Instagram, je partageais les pratiques du yoga, mais je n'ai jamais expliqué de là où je venais, de pourquoi j'en étais arrivée à la yoga thérapie. Et quand je me suis ouverte à la raison qui m'avait conduite ici, eh bien, en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « mais moi aussi, j'ai des acouphènes depuis des années ». Et voilà, on m'a répondu que on ne pouvait rien faire. Et donc, on initié la conversation. Et je me suis dit « je peux pas laisser ça de côté. Il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je suis là dans la yoga thérapie, c'est ce qui m'a conduit là. Maintenant, il y a presque un devoir, je dirais, de partager les enseignements qui m'ont permis de m'en débarrasser. Mais oui. C'est une mission.
Voilà. Mais c'est ça. On a tous notre mission et ça, c'est important pour moi. Oui. Et oui, donc, on est quand même sur 9 fois sur 10, il s'agit de lésions des cellules sensorielles de l'oreille interne. Donc, Alors, oui, il y a plusieurs types d'acouphènes. Pour simplifier, parce que c'est vraiment... les acouphènes, d'abord, c'est important de dire que c'est un symptôme. Ce n'est pas une pathologie, c'est un symptôme, c'est une manifestation du corps qui va exprimer autre chose. Donc, d'accord. on a... pour faire court, les acouphènes objectifs qui sont très très rares, qui sont dus à une malformation vasculaire, le plus souvent dans le système du cou, qui va générer un acouphène pulsatile, c'est-à-dire qui va être rythmé sur les rythmes du cœur. Donc ces acouphènes-là, qui sont très rares encore une fois, sont facilement diagnosticables et je dirais, voilà, on ne parle pas de ces acouphènes-là aujourd'hui, on parle des acouphènes subjectifs, donc pas les objectifs, les subjectifs. C'est-à-dire on dit objectif parce qu'il y a un bruit qui est réel, il n'est pas imaginé, il est entendu dans l'oreille du patient. Les acouphènes subjectifs, c'est un bruit qui est fantôme. En fait, c'est un signal qui va être interprété comme un bruit dans le cerveau, donc c'est un bruit fantôme. Mais il est réel pourtant celui-là. Oui, c'est un bruit qui physiquement n'existe pas dans le monde externe au patient, qui, dans le cerveau du patient, est interprété comme un son. Et dans ces acouphènes subjectifs, on a des tas de profils de patients qui ont des acouphènes dus parfois à une perte auditive, c'est-à-dire que le cerveau a horreur du vide et ce signal qui est manquant, en fait, va être redistribué sur des fréquences connues et encore audible par l'oreille, et donc va dévier ces signaux et amplifier du coup des fréquences particulières, puisqu'il va y avoir trop de signaux. Et c'est là qu'on va avoir la génération d'un son en particulier pour ces patients qui ont une perte auditive. Pour d'autres patients, ça va être des raisons qui sont somatiques. Donc en fait, c'est des tensions qui vont pouvoir partir du corps, comme par exemple l'apparition d'un bruxisme. Donc je grince des dents, je vais créer finalement une stimulation, un stress nerveux dans les nerfs de mon visage, et ces nerfs vont être reliés. Et ils vont remonter, on va parler du nerf vague peut-être après, mais je ne veux pas ouvrir cette porte encore là, parce que sinon on ne va plus s'arrêter, et va remonter au cerveau comme un signal de stress, et ce signal de stress va être interprété comme un son, va être processé dans le cortex auditif comme un son, alors que c'est un signal de stress. Il va y avoir aussi des anxiétés qui vont créer en fait des tensions faciales dans le corps, des tensions musculaires dans le corps de manière chronique, et qui vont aussi envoyer un signal de stress au cerveau qui va être mal interprété. Alors ce signal, en fait, c'est les acouphènes, les sifflements, bourdonnements. Alors ça prend des tas de formes différentes et voilà, ça peut être un bruit très très aigu, comme des claquements, ça prend vraiment plein de formes différentes, mais le dénominateur commun, c'est que c'est extrêmement douloureux, douloureux pas de la douleur, mais émotionnellement, c'est extrêmement lourd pour les patients qui en souffrent, parce que pour certains, c'est des volumes en tout cas entendus par le patient, qui sont énormes à tel point que parfois on ne peut plus entendre les sons normaux de l'environnement. Des personnes qui parlent, si c'est dans les aigus, on a moins de facilité à entendre, et c'est non-stop. Donc c'est pas quelque chose, je ferme les yeux, je vais dormir et ça va s'arrêter. C'est la nuit, ça réveille les patients le jour, et il n'y a jamais de soulagement. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a vu en fait qu'on a mis dans un même panier tous ces patients acouphéniques, parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe, c'est je me présente avec mes acouphènes, je vais voir mon médecin, je vais voir un ORL, je vais voir parfois même un neurologue, je vais faire des IRM, et quand plus rien n'est à explorer, en fait, ce qu'on répond aux patients acouphéniques, c'est qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a vraiment aucun traitement disponible. Et donc, on va englober tous ces patients acouphéniques dans ce même panier où
alors où on a des patients qui répondent très bien finalement aux pratiques corporelles, où en fait on observe que chez ces patients il y a une origine somatosensorielle. Il y a des patients où ils vont pouvoir bouger leur mâchoire, ou même parfois faire des mouvements d'yeux ou des mouvements de main qui vont faire varier leurs acouphènes. Et là en fait certains scientifiques ont voulu se pencher sur la question et ils se sont dit mais de où ça vient. Alors on ne l'a pas complètement expliqué, mais la réalité c'est que en s'aidant du corps et avec des techniques, en tout cas pour ma part, empruntées aux techniques du yoga, qui sont des respirations, des méditations, des visualisations, on va aller activer le potentiel du corps, on va retourner au corps pour travailler sur ces acouphènes avec des résultats qui sont significatifs. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, dans la littérature, on a de plus en plus de recul sur les effets de ces pratiques corporelles sur la neurochimie de notre cerveau, sur l'effet sur le système nerveux, sur nos fascias, sur nos muscles. Et donc, il y a des tas de choses à faire quand on comprend, en fait, quand on arrive à lier des pratiques, qu'elles soient purement physiques ou spirituelles, mentales, visualisation, méditation, à des résultats physiologiques tangibles et neurochimiques tangibles, où on peut devenir très, très intentionnel. Ah oui, et donc, c'est le principe de la yoga-thérapie. On prend un symptôme, une pathologie, on connaît la physiopathologie de ce symptôme, de cette pathologie, et on va actionner dans les pratiques corporelles les leviers qu'on a à notre disposition et qu'on connaît, qui sont documentés dans les littératures scientifiques, pour avoir une action ciblée sur le symptôme en particulier, ou même dans la prévention. On peut aussi l'étendre au-delà de la maladie, au-delà de... On peut aller dans le bien-être, c'est dans la santé et le bien-être. La yoga-thérapie, il ne faut pas être nécessairement malade pour faire de la yoga-thérapie. C'est de la prévention aussi. Voilà, on vient aussi, comme par exemple le yoga des hormones. Voilà, je suis ménopausée, je souhaite garder un équilibre hormonal. Exactement. Je souhaite encore avoir un bon niveau d'œstrogène avec tous les avantages qui vont avec, la souplesse de la peau, l'hydratation des muqueuses, etc., l'ostéoporose. Et je vais en conscience commencer à avoir une hygiène de vie, de corps, qui va me permettre de préserver en fait mon corps au travers des années. Et c'est vrai que tout ce travail de visualisation, de méditation, en fait, on est aussi dans une autre sphère de conscience. En fait, on bascule en fait dans des autres ondes. En notre fréquence, et c'est là qu'on peut travailler profondément. Voilà, donc en fait, avec la méditation, on a observé qu'on agissait principalement sur ce qui intéresse le plus en ce moment, qui est les hormones du stress. Donc on a l'adrénaline, le cortisol, et on voit bien qu'en fait avec les pratiques méditatives, et c'est facile à doser, on le dose dans la salive, on le dose dans le plasma sanguin, on peut aller voir ces neuromédiateurs, ces hormones, et puis voir qu'en fait il y a un effet sur la diminution du cortisol, ou en tout cas la régulation du cortisol, parce qu'en fait c'est pas aussi simple qu'avoir un cortisol haut ou bas, c'est un peu plus il y a plus de nuances à ça, donc je veux pas non plus me lancer dans cette histoire, mais voilà, mais en tous les cas ça permet de réguler le cortisol, réduire l'adrénaline, et puis de voir aussi apparaître d'autres types de neuromédiateurs qui peuvent être d'intérêt. Et dans le cas des acouphènes, on a des méditations où en fait en prenant ce qu'on observe dans le corps chez un patient acouphénique, par exemple chez un patient acouphénique, on remarque qu'il y a une zone du cerveau qui est le cortex auditif, qui est inflammée, et une neuroinflammation générale en fait du cerveau. Tout comme en fait chez le patient Alzheimer. Alzheimer ou des démences, voilà. C'est ça.
Et donc, on peut être assez intentionnel avec nos pratiques, où on va prendre des pratiques qui sont à visée anti-inflammatoire. Et pour ça, on a plein de choses. On a le système nerveux avec le système parasympathique, qui a le nerf vague avec une activité anti-inflammatoire. On a aussi des hormones, des neuromédiateurs qui ont aussi une activité anti-inflammatoire. On a aussi une possibilité d'activer certains gènes désactiver certains gènes de l'inflammation avec les méditations. Il y a vraiment plein de leviers différents. Et donc, chez un patient acouphénique, cette inflammation au niveau neurologique, en fait, on va pouvoir aller prendre ces méditations qui donnent ce climat anti-inflammatoire. On a aussi, en fait, chez le patient acouphénique, une hyper-excitabilité des neurones, et pareil, dans le cortex auditif, où les neurones ont tendance à donner des impulsions nerveuses alors qu'il ne devrait pas y avoir d'impulsions nerveuses à ces niveaux-là. En tout cas, à des niveaux, il ne devrait pas s'allumer à ce moment-là. Et en fait, c'est un peu comme un petit peu un patient épileptique où il y a une activité électrique spontanée. Voilà, et bien c'est pareil dans le cortex auditif. Et donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est utiliser les techniques du yoga pour aller ralentir les neurones. Et qu'est-ce qu'on a ? On a soit le choix d'un médicament, on peut très bien le faire aussi avec des médicaments anti-épileptiques. On agit en fait sur le GABA, qui est en fait un inhibiteur de l'excitabilité neuronale et qui va ralentir et donner cet état de relaxation au cerveau, où on peut prendre une méditation comme le Kirtan Kriya que j'ai proposé sur ma page Instagram récemment. J'ai vu ça, c'était incroyable. Et là, tu arrives en onde en fait Bata. Et l'autre paramètre, c'est la fréquence cérébrale. Donc, diminuer cette fréquence cérébrale pour arriver à des états où... le médicament aurait fait. Voilà. Tu le retrouves en fait en méditant. Sans les effets secondaires, sans... en gardant toute sa tête, toutes ses capacités, sans avoir à prendre un traitement médicamenteux qui peut avoir des effets... délétère aussi sur mais le corps. C'est ça, parce que quand tu prends un médicament, tu as tous les effets secondaires. Et en prenant du plaisir, parce qu'en fait, ces pratiques, on est sur des objectifs particuliers, physiologiques, mais il y a un effet de bien-être dans chaque pratique de yoga, quelle qu'elle soit. Il y a aussi ces aspects de spiritualité, de relaxation. Et donc, après une pratique, on se sent bien et on n'impacte pas juste sur le symptôme ou la pathologie pour laquelle on est venu ou pour l'objectif thérapeutique pour lequel on est venu, mais sur un état de bien-être général et la souplesse. Il y a plein de choses qui se passent. Et tu travailles aussi la respiration automatiquement. Voilà. Je pense que ça joue aussi. Ça fait partie des outils qu'on appelle les pranayamas. Ouais. Le pranayama, donc où on utilise des respirations à différentes visées. Donc avec la respiration, on peut faire plein de choses. On peut aller activer. Donc on parlait du système nerveux autonome avec le système sympathique et le système parasympathique. Voilà. Donc avec le yoga. Et quand on veut relaxer, on va utiliser le levier du système parasympathique qui est, on appelle ça le système du rest and digest, du repos et de la digestion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il est activé, notre corps active toutes les fonctions de relaxation, dont la digestion. On va réduire les battements cardiaques, etc. Et dans le yoga, on va bien sûr chercher à activer cette partie du système nerveux autonome. Mais je dirais pas seulement. Contre-intuitivement, en fait, on va aller stimuler le système sympathique aussi. Le système sympathique, c'est le système du fight and flight. C'est quand je me retrouve dans une situation d'urgence, je vais activer toutes les fonctions physiologiques
pour me battre, fight, or flight, ou me sauver. Oui. Et donc, rediriger toutes mes ressources vers mon cerveau, vers mes muscles, etc. Donc, il va avoir un effet, je dirais, un petit peu stressant sur le corps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, ce qu'on veut réapprendre au corps, c'est de pouvoir naviguer entre le stress et la relaxation. Et de naviguer entre ces deux états de plus en plus facilement, comme un élastique qu'on étirerait, comme un muscle qu'on étirerait. On travaille notre capacité à monter mais aussi à descendre très vite. Et à redescendre, voilà. Ah oui, ça c'est intéressant. Hein. Comme en fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais non, tu as des états de stress, mais après il faut que tu redescendes. Voilà. Et donc c'est entraîner notre système nerveux à être résilient par rapport à ces situations de stress et à redescendre plus facilement. Et c'est ce qu'on appelle finalement le tonus vagal. Tonus vagal, c'est la capacité à notre système parasympathique de s'activer rapidement, d'avoir cette résilience par rapport au stress. Parce qu'un stress, il est relatif. Chaque personne va le vivre différemment. Différemment, parce qu'on est tous différents face au stress. Voilà. Et il y en a qui ne redescendent pas. Hein. Non. Et c'est là où on a l'installation de pathologies et de symptômes, comme les acouphènes, qui vont, en fait, ce symptôme est multifactoriel. Ça va pouvoir être la combinaison d'une perte auditive liée à une anxiété, à un stress chronique, une dépression parfois, des tensions dans le corps ou un trauma aussi, le coup du lapin, les accidents de voiture qui vont traumatiser les cervicales, qui vont créer des tensions musculaires, notamment ces muscles sous-occipitaux. On a une série de petits muscles sous le crâne qui sont hyper importants dans notre bien-être, qui touchent à tellement de nerfs au niveau de la face. Visage, ouais. Et tout est relié. En fait, on a le nerf, le nerf trigéminal sur le visage qui, lui, est relié au nerf vague du parasympathique. Et en fait, le parasympathique, lui, au moindre stress, il va se désactiver. C'est simple. Dès qu'on a peur, dès qu'il y a un signal d'alerte dans notre corps, c'est le nerf vague. Hein. Il est vague parce que justement, il est un petit peu partout dans notre corps, dans nos poumons. Il innerve tous nos viscères, les méninges, l'oreille aussi. Et donc, du coup, il va réagir au moindre stress. Et cette combinaison, en fait, de plein de petits stimuli vont faire que je vais développer un symptôme. Et manque de bol, parfois, ça va être les acouphènes pour certaines personnes, mais ça va être aussi... le mal de dos. Voilà, c'est ça. Parce que c'est le nerf vague, en fait, qui fait tout. En fait, il y a corrélation même avec les intestins, vu qu'il passe partout. Oui, et je dirais même, si on pousse plus loin, les bactéries qu'on porte dans nos intestins sont essentielles et vont même influer sur le nerf vague. En fait, on dit qu'il y a... Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Ouais. Le nerf vague, il est moteur et sensoriel. Donc, sensoriel, il reçoit des informations du corps et ces signaux, c'est 80% des messages qui transitent par le nerf vague. 20% sont moteurs, donc vont effectuer, la stimulation des muscles lisses ou la stimulation des glandes exocrines, sécréter des sucs gastriques, etc. Ouais. Et donc, en fait, il va sonder aussi la santé des intestins, de la paroi intestinale. Et la paroi intestinale, on sait que, en fait, notre microbiote va influer sur la santé de notre paroi intestinale. Il y a aussi des patients acouphéniques, par exemple, qui, à l'arrêt d'une intolérance alimentaire, par exemple le gluten ou le lactose, va créer une inflammation intestinale chronique et qui va en fait être capté par le nerf vague, et le nerf vague va s'éteindre, et donc on va être en perpétuel état d'activation. Notre système nerveux va être en hyperdrive pendant des durées complètement déraisonnables, ce qui va créer ces symptômes. C'est ce qui va créer tous ces symptômes en fait par rapport au gluten, à ces allergies. Oui, et il n'y a pas besoin d'être intolérant en fait au gluten ou au lactose. Au lactose. Je dirais le gluten. Si vous êtes un patient acouphénique, essayez. Voilà. Essayez, mettez le gluten pendant 4 semaines, 5 semaines de côté et voyez l'effet que vous en retirez. Ce sera un bon test. Parfois, ça peut être aussi bête que ça, aussi simple que ça.
Et la flore intestinale aussi est sondée par ce nerf vague. On dit que c'est 1% des signaux captés par le nerf vague. Et donc cette diversité de la flore intestinale est hyper importante, et donc ça passe par l'alimentation, mais ça passe aussi par un climat de relaxation, parce que le stress va aussi influer sur notre microbiote. Comme quoi le nerf vague il est très important, il est partout dans notre corps, c'est lui qui gère en fait. Ouais. Bah oui, c'est lui qui prend la température de tout notre corps. C'est lui qui se tait dès qu'il y a quelque chose. Alors que son rôle est crucial. C'est lui qui décide de se taire au moindre stress. Donc il est passif-agressif. Oui, c'est ça, il est passif-agressif celui-là. Alors tu nous parles beaucoup aussi du Kriya Yoga, Kirtan Kriya. Donc c'est des chants, des séries de mouvements, c'est ça ? Une méditation active très simple, qui est même recommandée pour débuter. Oui. Donc je me suis dit que c'était intéressant aujourd'hui de commencer, de débuter en faisant le Kirtan Kriya, c'est Kirtan ça Kriya, voilà. Donc c'est un mantra que l'on chante pendant 12 minutes, c'est ça ce que tu m'as dit, en version courte, Donc, tu commences par une voix normale, c'est ça, pendant 2 minutes, puis tu chuchotes. Explique-nous parce que... Alors, le Kirtan Kriya, donc, c'est une méditation multisensorielle où on va utiliser en fait une visualisation. Donc, la visualisation, parce qu'on va faire peut-être 2 minutes ensemble, tu m'as dit, Laetitia. Oui, on va mettre 2 minutes de mantra. Donc, c'est une visualisation où on va imaginer en fait de l'énergie transpercer le sommet de notre crâne et ressortir en fait au travers de ce qu'on appelle en yoga le 3e œil, qui est un point en fait entre les sourcils, un tout petit peu au-dessus. Donc vraiment ce mouvement d'énergie que je visualise comme un L que je dessine, cette énergie qui rentre et qui ressort entre mes sourcils. En même temps que je vais faire ça, je vais presser sur chacun de mes doigts avec mon pouce. Donc d'abord mon index, mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire. Donc ça, on va le faire en boucle et ça va être sa, ta, na, ma. Et là, on y va. Et je visualise sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, Satanama, 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 Satanama. Alors, le Satanama, alors déjà, ça apaise. Ça te met direct là-haut. T'es connecté après. Ça me fait direct l'effet. Donc, le Sa, c'est la naissance, c'est ça. Le Ta, c'est la vie.
Le na, c'est la mort, et le ma, c'est la renaissance. Voilà, et donc on rentre dans cette méditation. Bon, il y a plein d'effets physiologiques qu'on peut détailler après, mais avec aussi cette intention d'embrasser le mouvement continu de la vie, qui est un cycle de transformation perpétuelle avec un espace de non-jugement. Et rentrer dans cette méditation, c'est accepter sans jugement que les choses changent perpétuellement et que moi je change, que mon univers change, et cette acceptation, elle est libératrice aussi. Ouais. Il n'y a plus de début et de fin. Il n'y a plus de jugement de bien ou mal sur la vie, la mort. Oui, tout est pareil et oui. Tout est une continuité. Et dans le processus justement de guérison des acouphènes ou de management des acouphènes, c'est important aussi de rentrer avec cette intention d'acceptation, qu'on n'a vraiment pas le choix pour le moment, à ce moment présent. Il faut accepter les choses pour après se libérer. Voilà, et d'écouter en fait ce symptôme, parce que c'est pas juste un son, ça va au-delà, et d'aller pouvoir accepter de rentrer en paix avec ce symptôme. D'ailleurs, Grand Corps Malade, j'ai jamais entendu cette chanson avant, mais j'ai entendu l'extrait, je l'écouterai plus. Je te l'enverrai. Voilà, où il dit, c'est un message d'amour finalement pour ces acouphènes, et le chemin en fait de la guérison, il est là. C'est d'accepter que notre corps, à un moment donné, décide d'hurler. Et il a ses moyens pour hurler, des moyens limités, mais des moyens quand même. Et en fait, en tant qu'être, c'est important de pouvoir repartir à l'écoute de ces manifestations du corps. Et c'est ça qui est beau dans la yoga-thérapie, c'est de pouvoir repasser par le corps, de faire union à nouveau avec notre corps, en lui disant « oui, je t'entends, je comprends ce que tu as à me dire, je comprends peut-être pas tout, et on n'a peut-être pas besoin d'expliquer tout le temps. Hein, on n'a pas toujours besoin de mettre des mots sur tout. Je ressens, et avec toi, je vais retravailler pour pouvoir sortir de cet état. Et parfois, il y a des explications qui sortent, il y a des émotions qui, pendant les pratiques, viennent de nulle part et à n'importe quel moment. Ça se débloque. Et c'est pas universel. Ouais, il y a des gens qui vont réagir à une simple ouverture de thorax, comme tu me disais, Laetitia. Quand je faisais le poisson. Voilà. Un simple mouvement, parfois, ça va aller chercher tellement profondément que ça, quand tu ouvres le thorax, moi, pour ma part, je me mettais à pleurer. Ça ouvrait, tu vois, une émotion. Voilà. Et parfois, ça fait appel à une mémoire du mouvement aussi, à un moment dans notre vie où on n'a pas, je sais pas, peut-être symboliquement pu s'ouvrir, où on a ouvert les bras, on a ressenti quelque chose qu'on a enfoui et qu'on s'autorise à ressentir après. Donc il y a des tas d'explications, mais la clé, c'est de pouvoir rester dans cet espace de non-jugement et d'accueil de soi, ce que nos émotions ont à nous présenter, juste simplement aller les écouter, et puis de vivre. En fait, on dit « you have to feel it to heal it ». Donc on doit le ressentir pour le guérir. C'est important de s'autoriser ça. Alors oui, on cherche à être dans notre société, dans le contrôle, et il y a des moments pour être dans le contrôle, on ne peut pas non plus tous exploser ou pleurer. Oui, c'est ça. Voilà, il y a quand même un ordre établi, mais il y a aussi des espaces qu'il faut s'autoriser pour soi. Il faut lâcher. Voilà. C'est important. C'est important. Et d'ailleurs, en parlant toujours d'acouphènes, j'ai aussi la chanteuse Angel qui est aussi acouphénique. Et donc, elle nous l'explique très bien dans sa chanson « Jean ». Troisième escale, la valise astuce bien-être pour votre quotidien. Dans la valise astuces et bien-être, Xavier, qu'est-ce que tu mettrais alors dans cette belle valise ? Alors, pour les patients acouphéniques, je dirais que c'est essentiel de pouvoir donner à son corps toutes l'opportunité de pouvoir faire face à ces acouphènes. D'accord ? Et donc, du coup, on a parlé de la neuroinflammation. Et l'alimentation,
en fait, on a un gros levier, c'est très facile en fait, d'agir sur l'inflammation du corps en adoptant une alimentation anti-inflammatoire, de privilégier ces aliments qui vont contrer l'expression des molécules inflammatoires. Et donc, pour ça, il y a... ça repasse toujours par la même chose. Je ne vais pas vous surprendre. Donc, éviter le café, l'alcool, les sucres, manger des légumes verts, privilégier fruits rouges riches en flavonoïdes, boire du thé vert. Il y a aussi le thé à l'hibiscus qui est extrêmement anti-inflammatoire aussi. Il y a des tas de choses. Les poissons gras aussi. Voilà. Donc, c'est ce que je préconise. Après, en tant qu'acouphénique, on a tendance à vouloir aussi... On devient assez sensible, en fait, au bruit de l'environnement. Il y a ce bruit intérieur et donc on devient assez intolérant au bruit en général. Et on a tendance, en fait, à mettre des bouchons d'oreille. Et ça, je ne le recommande pas du tout. Parce que en fait on va focaliser du coup le cerveau sur l'unique bruit qui nous reste et c'est le bruit de nos acouphènes et donc amplifier cet agacement et ce stress qui est développé avec le bruit. Donc ça c'est plus je dirais dans la vie de tous les jours. Après, si c'est particulièrement en pratique de yoga, c'est important d'aller assouplir, et c'est quelque chose que je vais faire en fait aux gens qui rejoignent le programme, de faire des assouplissements en fait des muscles et des fascias de la nuque, parce que en fait on a tendance à beaucoup contracter, ça c'est sûr. Quelle que soit la raison, on fige, voilà, on fige là, et il y a aussi des mécanismes de calcification à ce niveau-là. Donc c'est important d'étirer en permanence, de vraiment trouver cette fluidité et cette aisance avec sa nuque et reprendre le contrôle sur ça. Un exercice tout simple qui est que vous pouvez faire n'importe où, dans la voiture, dans le métro, qui est en fait de respirer avec des expirations prolongées. Et la raison pour laquelle on appuie sur les expirations, c'est que en fait, ça va stimuler le nerf vague, le système parasympathique. L'expiration a ce pouvoir-là. Donc, prendre une inspiration et respirer par le nez, important aussi. Il y a des explications aussi pour ça. Donc, inspirer par le nez. Respirez surtout avec votre diaphragme, donc vraiment pousser sur le nombril, gonfler la cage thoracique en 3 dimensions, sentez vraiment les clavicules qui remontent légèrement et expirez toujours par le nez, plus lentement possible en dégonflant en sens inverse. Donc mes clavicules se baissent, ma cage thoracique se presse, mon abdomen revient vers ma colonne vertébrale et je reste. Et je reste en expiration. Et quand j'en peux plus, je reprends. Je gonfle et je fais bien fonctionner aussi mon diaphragme qui a de nombreux rôles, dont la flexibilité et la force est essentielle. Et c'est un muscle qu'on a tendance à figer très facilement et à bloquer aussi par la posture. Il y a faire fonctionner son diaphragme. Donc voilà, quand il y a un petit stress, j'inspire par le nez, j'expire longtemps, le plus longtemps possible au maximum, je reste en expiration, je bloque et après je repars. Donc ça permet d'avoir, je ferme les yeux, je me concentre sur un point entre mes sourcils. Il y a le Kirtan Kriya qu'on a commencé, il y a donc beaucoup d'effets positifs à faire de Kirtan Kriya. C'est une méditation qu'il faut répéter sur plusieurs semaines. On a un bénéfice dès la première pratique, qui est une augmentation du flot sanguin dès la première pratique du Kirtan Kriya, du flot sanguin dans le cerveau. Tous les jours. De préférence tous les jours. On a aussi une augmentation de la cognition, mais on a aussi la sécrétion donc, du GABA, ce fameux neuromédiateur qui inhibe
les neurones, leur excitabilité. Et ça se fait dans la répétition. Comme tout, en fait. C'est un entraînement, c'est un training. Oui, et surtout avec les neurones où il n'y a que la répétition qui va donner des résultats durables, tout comme un apprentissage. On va répéter, et c'est pour ça que ces mantras on dit il faut faire 12 minutes au minimum pour imprimer l'intention. Exactement. Et l'intention et l'action physiologique en fait de tout ce qu'on initie en fait dans ce mouvement, parce qu'il n'y a pas juste je parle, il y a d'autres choses, il y a la pression des doigts en fait, le mudra, qui va activer en fait des récepteurs différents sur chaque doigt, qui va activer des zones dans notre cerveau différentes. Le fait de chanter, chuchoter ou se répéter mentalement un mantra, en fait, va irriguer des zones différentes de notre cerveau. C'est pour ça que cette méditation, en fait, c'est 2 minutes je chante, 2 minutes je chuchote, 4 minutes je vais répéter mentalement Satanama, 2 minutes je vais rechuchoter et 2 minutes je vais finir par chanter. Tout ça pour vraiment faire circuler le sang dans les différentes parties du cerveau. En fait, ça a été conçu il y a sans doute des millénaires. Et ce qui est beau, c'est que à l'époque, ils savaient que c'était bénéfique et qu'aujourd'hui, en fait, on découvre en fait avec les moyens qu'on a de la science le rationnel derrière. C'est ça. Et cette méditation, elle est utilisée pour les patients Alzheimer, pour les patients atteints de démence. On ne savait pas pourquoi elle faisait du bien, maintenant on le sait. Oui. Elle a prouvé vraiment son efficacité. Scientifiquement, en fait, c'est bien fait. Voilà. Il y a aussi les routines ayurvédiques, les exercices de yoga, tout. Ouais, c'est ça, la relaxation, la sophro. Oui. Puis manger anti-inflammatoire. Voilà. Pour le corps. Et puis l'hygiène de vie, bien sûr, les écrans qui sont en permanence dans notre environnement. Je dis, allez vous coucher, enfin, pas d'écran après 20h, et puis après, allez vous coucher tôt, évitez évidemment le tabac, tout ce qui est un petit peu irritant pour le cerveau, ou qui est excitant pour le cerveau. Pour mettre tout ça au repos. Des pratiques et des méditations, il y en a d'autres qu'on ne pourra pas détailler aujourd'hui, qui s'appliquent aussi aux acouphènes, qu'on fait dans le programme. Et quelque chose de très simple aussi. D'ailleurs, c'est une méditation qu'on fait sur la page Instagram aussi, où j'ai fait un replay, où on fait la home méditation. Home méditation, en fait, c'est le pouvoir de la vibration sur les cellules. Surtout le visage, en fait. Voilà. Ça vibre partout. Donc la vibration sur le voile du palais, dans les poumons, donc encore une fois les récepteurs du parasympathique qui sont là, un petit peu partout, dans la bouche, le pharynx, le larynx, qui sont activés avec le son, l'arrière en fait des sinus aussi qui vibre et qui produit un gaz qui est important, qui est l'oxyde nitrique, qui permet en fait de délivrer l'oxygène, de séparer l'hémoglobine de l'oxygène à nos cellules, donc qui est sécrété en fait 15 fois plus quand il y a une vibration au niveau des sinus. Et le home méditation, c'est exactement ce qui se produit. On produit 15 fois plus de ce gaz qui permet ensuite d'avoir un effet vasodilatateur sur l'ensemble de notre corps. Il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses. On pourra en parler encore pendant des heures. Merci Xavier, en tout cas. Merci à vous en fait de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre vol de Air Zénitude. N'oubliez pas quand même que Xavier vient de Singapour. Aujourd'hui, on s'est quand même volé très loin. Et vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur Dynamique Radio, Deezer, et aussi sur la chaîne YouTube de Air Zénitude. Merci à vous. Merci beaucoup Laetitia. Merci Xavier. Merci, au revoir. Chers passagers, nous sommes arrivés à destination. Nous espérons que votre voyage a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Air Zénitude et souhaitons vous revoir le mois prochain pour un autre vol sur Dynamique Radio.